Comment ça va, les amis, aujourd'hui? Ouais, good, good, good. J'espère que vous êtes en forme et tout ça. Nous, de notre côté, la petite famille, ça va super bien aussi. On a fait en fait aujourd'hui, je te dirais, plein de choses pour la maison. On est allé ramasser les feuilles dehors. On a quoi d'autre qu'on a fait aussi? On a fait les installations pour l'Halloween, parce qu'aujourd'hui, en ce 31 octobre, on va donner des bonbons à la maison. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez venir à Laval. Je ne donnerai pas mon adresse publique, mais si vous passez dans le coin de Fabreville, il se peut que vous voyez une belle maison décorée pour l'Halloween avec des citrouilles et on va vous donner à 2 mètres de distance quand même des bonbons. Donc, donc c'est ça. Donc, c'est pas mal les projets qu'on a aujourd'hui. De votre côté, comment ça va se passer pour l'Halloween? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce que vous avez prévu faire peur à des enfants dehors? Parce que, tu sais, Sylvain, on s'entend que des fois, il n'y a pas besoin de costume d'Halloween pour faire peur. Donc, c'est quoi vos plans aujourd'hui? Il faut que je te dise, Franco, qu'il y a plusieurs années, lorsque j'habitais à Repentigny, je faisais une grotte dans mon garage et des enfants qui venaient de partout dans la ville pour venir. On était 7 adultes cachés dans ça, à faire des trucs pour faire peur aux enfants, des monstres, des trucs qui descendaient du plafond. C'était vraiment formidable. Ça me manque un peu. Maintenant, je reste en condominium et maintenant, à part que faire peur au vent au 5e étage, c'est tout ce que je peux faire. Ah oui. Mais ça me manque un peu, je t'avoue. Moi, j'ai un petit côté enfantin, j'aime ça m'amuser, surtout avec les enfants. Là. D'ailleurs, cette année, à chaque année, là, depuis 5 ans, la seule chose que je peux me consoler, c'est ma fameuse page Facebook de Père Noël, là, Ben oui. appelée le Père Noël. Donc, je me contente de ça pour m'amuser. Ben pour moi, en fait, le temps d'Halloween, c'est que officiellement, le 1er novembre, c'est rendu le temps de Noël. Tout change au Québec. Je veux dire, du jour au lendemain, ça devient le temps de Noël. Donc, toi, à partir de demain, Sylvain, si je comprends bien, tu vas être pas mal occupé là, avec tout ça. Là. Ah oui, là, les appels de Père Noël vont rentrer par centaines à chaque jour. Puis les messages sur Facebook, il va y en avoir des tonnes et des tonnes. Donc, je pense que je vais être quand même occupé. Bon, ben, c'est pas Et je pire. fais ça pour mon simple plaisir. Hein. C'est pas, je ne suis pas payé, il n'y a pas de commanditaire, rien de ça. Ouais. Sauf cette année, là, il y a l'Institut canadien du crédit qui va payer les frais pour la ligne là, parce que ça coûte des sous, évidemment, à recevoir autant d'appels. Ben oui. Mais sinon, c'est strictement pour le plaisir, là, pour rendre hommage à mon grand-père qui me faisait le Père Noël quand j'étais tout petit. Ah bon, ben écoute, puis j'espère que cette année aussi, le Père Noël va revenir à l'émission Sous le bandeau. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans de ça, il était venu chez nous quand j'étais à l'autre appartement à Laval et il avait atterri sur le toit en plus. Écoute, ça nous a coûté 2000 $ de dommages à cause du traîneau et et de tous ces joyeux lurons qui étaient avec lui. Donc, écoute, j'espère qu'il va être là, mais j'espère qu'il va y aller plus doucement la prochaine fois chez moi, là, parce que là c'est ma maison, ça va me coûter plus cher de rénovation Oui, sinon. Là. mais ce que le Père Noël t'a pas dit, c'est que la dernière fois, là, il y a quelques lutins qui sont restés pris dans ton bar et qui sont pas revenus. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il me reste plus d'alcool en arrière. Il me reste juste quelques bouteilles. Là. Ils sont toutes parties avec les bouteilles, les maudits lutins en plus, tabarouette. Mais excellent. Écoute, merci. Merci Sylvain d'être là. Claudia, comment ça va, Claudia? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Comment ça se passe avec toi, là? Parce que là, ça fait quand même quasiment un mois et demi on n'a pas fait d'émission ensemble, mais sûrement qu'il s'est passé plein d'autres choses, toi aussi, de ton côté. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Euh, c'est toujours la période du COVID, donc il ne s'est pas passé particulièrement grand-chose parce que je ne suis pas une grosse magasineuse, puis tout le reste est fermé. Donc, c'est ça, j'ai quand même pris du temps pour me reposer, travailler sur des petits projets et tout ça, là. Ah, excellent, ça. C'est au moins ça, tu sais. C'est au moins le côté positif qu'on pourrait dire peut-être de la COVID, c'est qu'on peut prendre plus de temps des fois pour se concentrer sur certains projets qu'on n'aurait peut-être pas pu nécessairement avant parce qu'on est tellement occupé avec nos vies de se promener à gauche puis à droite, là. Donc, c'est moins le petit côté positif qu'on a de la chose, là. Donc merci, merci.
Merci, Claudia. Je l'avais oublié en plus. Ah. C'est trop drôle. L'autre jour, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit Ah, je t'ai pas reconnu, il manquait le son. Comme à l'émission de radio. Ah, oui, c'est ça. C'est rendu un trademark en plus, donc on n'a pas le choix. Claudia est maintenant surprise de se faire reconnaître à des endroits où elle va, où il y a des maçons, puis qui lui disent Hey, t'es la fille de l'émission Sous le bandeau. J'avoue que ça m'est arrivé quelques fois, puis je reste toujours surprise parce que je me dis toujours Ah, mais si la personne me connaît, c'est parce que je l'ai vu quelque part. Puis là, je cherche. Puis des fois, ben, je trouve pas de réponse. Puis là, ça me rend confuse. Mais après, je me souviens quand ils me disent Oui, on nous écoute à la radio. Je dis Ah, c'est pour ça que moi, je les replace pas des fois. Ah, ça c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus commun. Puis ça, c'est grâce à tout le travail, les trois qu'on a fait, puis à tous ceux et celles qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, tu sais, parce que moi, je me rappelle les premières émissions qu'on avait écoutées, on avait peut-être du 100 téléchargements par émission. Là, on est rendu à environ 3000, 4000 par mois de téléchargements en moyenne là, par émission. Fait que c'est quand même... c'est quelque chose. Là. Donc, c'est sûr que de plus en plus, il y aura des gens qui vont nous reconnaître, qui vont nous dire bonjour. Puis moi, je suis très heureux avec ça. Qui viennent nous voir, qui viennent nous jaser. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions, juste leur dire un petit allô. Là, c'est sûr et certain. C'est le fun. C'est le fun de voir que tu es super populaire toi aussi. C'est bon, ça. C'est excellent. Moi aussi, je suis contente quand les gens viennent me parler. Puis c'est ça, si vous me croisez quelque part, n'hésitez pas à venir me parler. Ça va me faire vraiment plaisir. Ah Mais oui. ça se peut que j'ai l'air surprise. Excellent. Sinon, moi, regarde, écoute, de mon côté, depuis le dernier mois et demi, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Même côté de la Grande Loge, là, je sais pas si vous avez, ça s'est passé quand même dans les nouvelles, dans certains médias maçonniques, mais la Grande Loge Génie du Canada a élu son nouveau collège d'officiers. Il y a notre grand maître qui a été réélu pour un autre 3 ans, et il y a 2 nouveaux grands maîtres adjoints, dont j'en fais partie. Je suis un des grands maîtres adjoints de la Grande Loge Génie, donc un nouveau défi, un nouveau mandat. Ça va être quelque chose de spécial. Pendant 3 ans de faire ça, ça va me permettre de me dépasser aussi. Donc, j'ai eu ça pas mal durant le dernier mois. Commencer à apprendre c'est quoi ce rôle-là aussi. C'est quand même pas évident de faire ce genre de choses-là. Donc, c'est tout un nouvel apprentissage. Donc, très hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire durant les 3 prochaines années, évidemment. Sinon, du côté personnel, comme certains vous le savez, là, j'ai décidé de prendre une diète pour continuer. En fait, c'était débuté un peu avec qu'est-ce que Sylvain m'avait proposé dans le temps avec le jeûne intermittent qui était Purium, qu'on avait pris. J'avais pris quoi pendant 2 mois à peu près? Toi, Sylvain, tu avais pris ça aussi, je pense, pendant 2 mois. Un mois, disons. Hein. Ouais, un mois et demi. En tout cas, moi, j'ai peut-être été plus vers le 2 mois, mais par après, j'ai voulu continuer mon entraînement et tout ça. Et j'ai fait une diète. En fait, une diète, c'est épouvantable. Là. C'est pas de pain, pas de pâte, pas de patates, pas d'alcool, pas de fromage, pas de sucre, pas de vie. C'est littéralement, on dit bye-bye à la vie. Pour moi, la vie, c'était manger, c'était le fun. Non, mais là, on oublie ça maintenant. Et on se concentre vraiment sur des choses santé. Et depuis ce temps-là, j'ai quand même perdu beaucoup de poids. J'étais rendu à quoi? À 176. J'ai parti de 203 à 176. Fait que c'est quand même un gros travail que j'ai fait. C'est sûr que je m'entraînais quand même beaucoup à la maison et tout ça pour garder cette shape-là, en fait. Et là, je continue. Donc, on n'arrête pas. Plus la maçonnerie, plus toutes les autres choses dans ma vie qui se passent. Fait que j'ai quand même eu un mois et demi assez occupé. Quand on parle de maçonnerie, au Québec, la maçonnerie est pas mal arrêtée, sauf en fait pour certaines maçonneries, dont la nôtre, la Grande Loge Génie, qui continue d'être ouverte parce que on a un lieu de culte. Donc, selon la loi, on a le droit d'être là. Mais c'est quand même restreint, mais il y a quand même des tenues. Donc, on se garde quand même avec les frères et sœurs. Il y a d'autres loges au Québec qui décident de faire des loges virtuelles. J'ai même vu en France, là, si on peut aller dans les nouvelles, là, la France qui a été reconfinée il n'y a pas très très longtemps. Donc, eux ont refermé toutes leurs loges. Donc, ils retournent toutes vers le virtuel. Donc, on va voir ça shifter à gauche puis à droite. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour nous, mais là, on nous a annoncé un autre 28 jours là, de confinement. Donc, en tant que tel, on devrait sortir du confinement, je crois, le 26 novembre, si je me souviens bien. Et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais au
moins, nous, je me sens quand même assez privilégié au Québec qu'on soit quand même capable de continuer à faire notre maçonnerie malgré tout ça, avec des moyens de sécurité quand même. Là, je veux dire, là, on a quand même toutes les précautions qui sont là. Mais dans ce monde-là qu'on vit présentement, on a toujours aujourd'hui qui était la liberté. Je crois quand même qu'on a une belle liberté d'être capable de pouvoir pratiquer notre maçonnerie aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Et c'est intéressant de parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est sûr qu'on aurait voulu avoir d'autres invités avec nous, dont 2 en particulier. Donc, ça se peut que ce soit aujourd'hui une partie seulement de 1 mais en fait, une partie de 1 de 2. Puis ça se peut très bien qu'on va avoir des collaborateurs qui vont vouloir venir nous joindre un moment donné pour une suite à l'émission. Mais on s'est dit quand même qu'on parlerait de ça aujourd'hui parce qu'il y a quand même des membres Patreon qui nous ont envoyé des questions en privé. Et d'ailleurs, on va saluer tout le monde qui sont présentement dans le chat. Donc, on a Martin qui est là, Julie, Éric, Vincent, Dominique. On a qui d'autre aussi, je le vois dans le chat, qui nous a dit bonjour. Wally qui était là. Pierre qui est aussi présent. Donc, un grand bonjour à tout le monde qui nous écoute. Très heureux de vous avoir parmi nous et tout ça. Et là-dessus, si on va un peu, si on commence avec les nouvelles, en fait, j'ai 2 petites nouvelles pour vous, mes chers amis, aujourd'hui. On va faire le switch de l'écran pour vous montrer ça. Et c'est des nouvelles qui viennent de iram.be. La première nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que, vous le savez aujourd'hui que on vit dans une situation où que les gens sont quand même pas mal stressés. Les gens vont être un peu à fleur de peau et tout ça. Et c'est sûr que quand on parle de conspirationnistes et tout ça, on va parler souvent contre le mouvement anti-maçonnique. J'ai vu beaucoup de nouvelles ces temps-ci qui disaient que supposément que le masque était un rituel maçonnique, ce qui est totalement farfelu et tout ça. Là, mais ça va de là jusqu'à maintenant. On a des menaces de mort. Donc, le grand maître de la Grande Loge de France a été menacé de mort sur Twitter. Donc, ça s'est passé, il y a quelques heures, je crois, de ça, ou je crois que ça a été hier. Mais il y a des gens qui ont commencé à menacer de mort le grand maître de la Grande Loge de France. Donc, ça se continue. La personne dit, plus que tout, c'est la franc-maçonnerie qui est à combattre, la mère de tous les maux. Si je te vois encore afficher une Marianne noire, pauvre illuminé, je t'étripe sur la place publique devant tout le monde. Puis là, c'est ça. Là, hashtag police nationale, gendarmerie, état-major et tout ça. C'est triste de voir encore ça, cette haine contre les francs-maçons. Oui, vas-y, Sylvain. Il y a une chose que j'aimerais ajouter là-dessus. Oui. Moi, je travaille dans le milieu de la fraude. Là. Et c'est pas vers les francs-maçons. Le problème sur la planète en ce moment, c'est le crime organisé, point. C'est ça. Arrêtez de chercher les francs-maçons, les Illuminati, d'accuser les organisations, les Bilderberger. Ça n'a rien à voir. C'est le crime organisé. C'est les gens. Si vous connaissez des gens autour de vous là, qui sont dans le crime, là, ben, c'est leur faute à eux. C'est eux qui supportent tout ça. Et parfois, on est porté à vouloir défendre les gens du crime organisé en disant ils ont un certain code d'honneur, ils protègent les femmes et les enfants. C'est de la foutaise, ça. Ils supportent la pédophilie, les enlèvements, la prostitution, la drogue, tout ça. Et tout ce qui vient là, de corruption, de collusion dans les systèmes politiques, c'est tout le crime organisé qui est en arrière de ça pour manipuler les politiciens, les faire chanter, puis obtenir des faveurs. Là. Donc, arrêtez de vous attaquer aux francs-maçons. Attaquez-vous au crime organisé. Il est là le problème. Mais, tu sais, vous pensez qu'en tuant le grand maître de la Grande Loge de France, que ça va régler le problème. Non. Vous ne frappez pas à bonne place. Non, c'est ça. Littéralement. Il fallait que je perce une dent un peu, là, mais là, tu sais, arrêtez à m'emmener. Hein? Littéralement, Sylvain, on parle de frapper, c'est ça? C'est pas frapper à la bonne place. Là, oui. Non, mais t'as raison, tu sais. Puis, mais ça revient même à une des nouvelles qui est un peu reliée aussi avec ça, mais il y a quelques semaines, nous avons fait des émissions. En fait, nous avons fait notre webinaire sur qu'est-ce qu'un franc-maçon en 2021. Et même à là, quand on fait de la publicité sur Facebook et tout ça, les messages de haine qu'on peut recevoir, c'est hallucinant. Et je crois que ça s'est amplifié même jusqu'à aujourd'hui à cause de la COVID et tout ça. C'est de voir ça, toute cette haine-là, essayer de vouloir dénigrer le mouvement et tout ça. Mais je crois que ça n'arrêtera pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit être alerte tout simplement puis de faire attention. Mais ce sera pas aujourd'hui que ça va se terminer, malheureusement. Là. Mais je comprends ta douleur. Il
Il y a une parole qui dit « L'ignorance a le mépris facile ». Ouais. Donc, c'est des gens qui sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce que c'est la maçonnerie. Donc, ils répètent qu'est-ce qu'ils voient sur le web, puis qu'est-ce qu'ils entendent. Puis, Ouais. ça me rappelle un petit peu au Moyen Âge, tu sais, quand il y avait quelqu'un qui était pendu sur la place publique, là, et là, tout le monde criait « À mort, à mort ». Ils ne savaient même pas pourquoi il était condamné ou qu'il était pendu, mais ils venaient crier à mort sur la place publique. Tu sais. Ouais. C'est un peu le même principe. Tu as Vincent dans le chat qui dit hélas, il y a encore des mouvements religieux dans lesquels la haine envers la franc-maçonnerie et l'endoctrinement, qui présente comme la mère des mots, est toujours très vivace. Puis c'est effectivement ça. Mais écoutez, on va rester solidaires ensemble, puis on va montrer qu'on n'est pas des gens comme ça, puis qu'on est des bonnes personnes. Puis on va continuer à faire des belles émissions. Franc-maçonnerie. Ouais. Je pense plutôt que la franc-maçonnerie était la mère des mots MOTS et non MAUX. Parce qu'avec la rhétorique, on peut faire beaucoup de mots. Ah oui, exactement, exactement. Donc ça, c'était la première nouvelle. La deuxième nouvelle, en fait, qui est reliée un peu à ce que j'avais parlé un peu tantôt, c'est relié, en fait, avec les obédiences en Europe. Donc, on peut voir aujourd'hui qu'il y a une nouvelle fermeture des locaux maçonniques. Donc, c'est sûr que ça devenait un peu évident. Tantôt, je disais que la France a décidé de se reconfiner. Là. Je ne me souviens pas, par exemple, pour combien de jours, mais il y a un communiqué qui est officiel entre les grandes puissances maçonniques là, de France. Puis ça dit, lors de son allocution télévisée du 28 octobre, le président de la République a annoncé le déclenchement d'un deuxième confinement national débutant le jeudi 29 octobre à minuit et ira jusqu'au 1er décembre avec une réévaluation à tous les 15 jours. Donc, parmi les mesures annoncées figure l'interdiction des réunions privées et des rassemblements publics sur l'ensemble du territoire national, étant relevé que des adaptations sont envisagées pour les départements et les territoires outre-mer. Donc, les obédiences signataires sont donc dans l'obligation de fermer leurs temples et salles de réunion et de suspendre leurs tenues et travaux de nature maçonnique en présentiel. Donc pour eux, c'est officiel. Eux, ils n'ont pas, par exemple, la même autorisation que nous, on peut avoir au Québec là, pour les lieux de culte, malheureusement. Mais, tu sais, Franco, il faudrait tout simplement transformer le lieu de culte en chantier de construction. Les chantiers de construction sont permis. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient construire un temple. C'est ça. Fait qu'il faut que c'est ça. Fait que là, je comprends. Okay, ça. Fait qu'il faut que les maçons spéculatifs redeviennent opératifs. C'est ça le vrai plan du nouvel ordre mondial pour les maçons. Là, je comprends. C'est bien ça. Bon, ben écoutez, on va regarder ça de très près. Mais vous nous direz aussi sur le chat si vous avez des commentaires, en fait, dans votre région. Est-ce que vous pouvez pratiquer votre maçonnerie? Parce que je sais qu'on n'a pas juste des frères et sœurs français qui nous écoutent. On a un peu partout à travers le monde, même en Angleterre et tout ça. Ce serait bien de voir eux, de leur côté, quelle est leur restriction qu'ils ont. Donc, vous pourrez nous envoyer un message, puis ça nous fera plaisir de vous répondre là, durant l'émission. Mais sinon, de votre côté, donc, si on commence vraiment le sujet de l'émission avec la liberté. Sylvain, tu avais une définition, je crois, du mot de liberté que tu pourrais nous partager? Je n'ai pas de définition comme telle, mais si on va voir dans le Larousse ou dans différents dictionnaires, ça se résume tous un peu à la même chose. C'est une personne qui n'est pas contrainte de. Mais si on va voir les différentes définitions de la liberté, là, par exemple, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposé à l'esclavage, qui n'est pas enfermé. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas restreint dans ses actions. Donc, ça définit en gros ce que c'est la liberté. Pour moi, la liberté, c'est pas mal plus que ça. Ça peut être quelque chose de bien, si c'est utilisé à bon escient, mais ça peut être quelque chose de très mal et ça peut restreindre beaucoup de gens, en fait, la liberté de certaines personnes quand c'est mal utilisé. Toi, Claudia, la liberté pour toi? Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait ce sujet-là aujourd'hui. Et puis, je trouve intéressant la définition que Sylvain a donnée. Il a donné majoritairement une définition sur ce que ce n'est pas. Je pense que ça commence, il y a toutes sortes de types de libertés. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Je pense que une des premières libertés est celle de pouvoir s'auto-gouverner en premier comme personne, ensuite comme société, et puis d'être capable, justement, je pense que la franc-maçonnerie, jusqu'à un certain point, peut nous aider dans ce cheminement-là
parce qu'on en a déjà parlé, la franc-maçonnerie qui dérive de l'ordre royal, donc la possibilité, si on veut, de devenir souverain de soi-même, et puis de prendre ses propres décisions et de mettre ses propres limites, tout en faisant attention. Je pense qu'il y a d'autres vertus qui sont là aussi, justement, en franc-maçonnerie, on dit toujours liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a aussi la liberté qui permet qui a une certaine limite dans l'optique où est-ce qu'elle permet quand même, elle doit considérer l'égalité des autres personnes, donc leur permettre une égale liberté, puis elle doit considérer la fraternité aussi, donc donner la possibilité à chacun d'avoir le meilleur et la même opportunité finalement. Oui. C'est intéressant que tu dis ça parce que, justement, moi, le premier mot qui me revenait, c'était le mot souveraineté, puis t'en as parlé, tu sais, d'être un être souverain, tu sais. Mais d'être un être souverain, c'est ça, c'est aussi de pouvoir respecter les lois de son pays, respecter son prochain, puis d'aller dans une droiture vers l'avant, en fait, vers l'ascension peut-être. Mais je trouve ça super intéressant. Puis moi, c'est ça qui me revient aussi, tu sais. Ma souveraineté, on parle souvent aussi des pays qui sont souverains et tout ça. C'est quelque chose qui est pas mal commun, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais souvent, en tout cas, moi, je vais entendre parler, tu sais, à la radio qu'on va payer de notre liberté avec qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là qui se passe un peu partout à travers le monde? Si on pense en tant que maçon, cette liberté-là, puis ces restrictions-là de liberté qui sont en train de nous imposer sur notre souveraineté, en fait, vous en pensez quoi de ça? Bien, moi, je pense qu'il y a une incompréhension de ce que c'est vraiment la liberté. OK. Les gens, vous savez, la liberté, c'est ce qui a amené l'homme à sa chute dans l'histoire biblique parce que l'homme a choisi de devenir libre, mais a abusé de cette liberté, est devenu orgueilleux, puis a chuté. Bon, ça, c'est une histoire biblique, mais tant qu'à moi, la première liberté qui est nécessaire d'acquérir, c'est la liberté de penser. Donc, une liberté qui n'est pas astreinte par toute forme de dogme ou de croyance. Parce que quand tu es emprisonné dans une croyance, ou dans un dogme, bien, tu n'es pas libre de penser. Donc, tu peux te radicaliser, tu peux avoir des croyances qui sont totalement déconnectées de la réalité. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'acquérir cette liberté de pensée-là, donc qui nous donne en fait la possibilité de choisir, c'est ça, sans être astreint par toute forme de dogme. Ensuite vient la liberté physique. Et la liberté physique, c'est celle dans laquelle on parle le plus, la liberté de nos droits en ce moment dans la société avec la situation avec le COVID. Et il y a des gens qui vont dire on vit une dictature, puis non, vous ne savez pas c'est quoi une dictature si vous dites quelque chose comme ça, parce que dans une dictature, dès que vous parlez contre le régime, que vous écrivez, vous dites quelque chose, vous allez en prison, vous avez des coups de fouet, puis vous restez là pendant 20 ans. Là. Ouais. Vous êtes emprisonné sans avoir de jugement, sans avoir de défense plénière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Nous, ici, au Canada, on n'est pas sous un régime de dictature, c'est un régime de démocratie. Par contre, les gouvernements, pour l'intérêt du bien public, pour le droit commun, bien, vont prendre des décisions pour protéger la population parce qu'ils ont toujours la menace d'être poursuivis ou d'avoir des actions collectives par la suite. Donc, ils vont mettre en place des choses pour des restrictions, mais c'est quand même pas une dictature. Tu sais. Ouais. Puis vient ensuite la liberté de religion. Bien, chacun a le droit à ses croyances, mais il ne faut pas que les croyances deviennent un problème de la sorte puisque ça va priver les autres gens de leur liberté. Ouais. Tu sais, ma liberté se termine où celle des autres commence. Donc, si moi, je commence à abuser de ma liberté puis que ça contraint celle des autres, c'est là que ça devient un problème. Tu as apporté un point intéressant sur le gouvernement, les restrictions sur qu'est-ce qui est une dictature, qu'est-ce qui n'est pas une dictature. Tu sais. Ça revient à un sujet que moi, je trouve ça super intéressant. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on va couvrir le terme liberté en maçonnerie, mais il va peut-être aller plus dans le philosophique aussi. Tu sais, on va nager là, dans ces eaux-là un peu, je pense, aujourd'hui. Puis tu as apporté un aspect, je pense que je voudrais peut-être parler avec toi, voir qu'est-ce que vous en pensez. Tu sais, quand tu disais de dictature ou de bloquer la parole et tout ça, mais
je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Moi, c'est mon impression que j'ai. Là. C'est vraiment juste mon opinion. Là. Mais est-ce que aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on voit sur Internet, est-ce que la liberté d'expression est rendue privatisée? Puis je m'explique pourquoi que je dis ça. C'est que on vit dans un monde aujourd'hui que on dépend des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu le film. En fait, c'est un documentaire absolument sensationnel. Si vous n'avez pas vu ça, vous devriez aller voir ça, qui s'appelle The Social Dilemma. OK? C'est un documentaire qui passe à Netflix qui parle en fait de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui, comment on est contrôlé par ces réseaux sociaux-là, comment que les réseaux sociaux veulent que vous passiez le plus de temps possible sur vos téléphones parce que le plus de temps que vous allez sur Facebook et tout ça, mais eux, le plus qu'ils peuvent vous vendre de la publicité. Donc, ils vont vous faire exprès de vous ramener des notifications en disant « Hey, oublie-moi pas, faut que tu retournes sur Facebook et tout ça. » Et les gens, vu qu'ils sont tous concentrés là, bien, ils vont vouloir s'exprimer. C'est leur page à eux. Ils vont vouloir exprimer leur idée, leur expression, leur opinion, surtout en temps de COVID. Et là, on voit ces temps-ci des réseaux sociaux privés qui ne sont pas contrôlés par aucun gouvernement, qui vont censurer au nom de la désinformation ou des conspirations ou quoi que ce soit. Et on va bloquer des gens de s'exprimer, même des journaux comme le New York Post dernièrement qui ont voulu publier des affaires qui ont été coupées par Twitter parce que Twitter avait décidé de dire que ça c'était une fausse nouvelle mais basée sur aucune autre information. Donc, pour moi, la liberté, ça passe aussi par la liberté, quand on dit liberté de penser, mais c'est une liberté de penser, on peut l'exprimer aussi, donc la liberté d'expression. Puis j'ai l'impression que dans le monde qu'on commence à vivre aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux-là, ben, il y a peut-être une liberté là-dedans aussi qu'on est en train de perdre. Donc, juste voir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça aussi. C'est pas une dictature, selon moi, mais c'est quand même peut-être une petite perte de liberté d'expression sur nos opinions et tout ça. Fait que si je retourne vers toi, Sylvain, puis après ça, on pourra avoir la belle Claudia qui pourrait répondre en toute sagesse. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je pense que dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont crié au complot. Et souvent, effectivement, il y avait complot. Donc, la présence des gens qui vont dénoncer les complots a une certaine importance et elle doit rester. Ouais. Toutefois, les gens qui dénoncent les complots, bien, faut qu'ils s'assurent de valider l'information puis de ne pas devenir des agents, des acteurs de distribution de fake news. Et c'est là qu'est le problème, c'est que parmi ces affaires-là qui étaient vraies, bien, il est tellement venu de fausseté que ça a tout discrédité le reste, puis finalement, ça a fini par discréditer tout le monde. Ouais. Donc, les vraies personnes qui voulaient rendre public des complots, bien, se sont ramassées dans un tourbillon de fausses nouvelles. Finalement, la vérité a été enfouie. Donc, moi, je pense que c'est important qu'il y ait toujours des gens qui dénoncent les injustices dans notre système, parce qu'il y en aura toujours. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler aussi, ce qui est très important, dans la notion de droit, on perd notre liberté quand on exerce notre consentement à contracter. Donc, si par exemple, je décide que moi, je deviens un membre de Facebook et j'accepte les termes et conditions du contrat de Facebook, bien, je renonce à mes libertés. Donc, et là, après, là, je crie, ouais, mais là, ils partagent ci, ils font ci, puis ils font ça, mais dans le fond, c'est ma faute parce que j'y ai consenti. Alors, dans combien de contrats comme ça à chaque jour qu'on exerce notre consentement puis qu'on se coupe de nos libertés? Donc, la première responsabilité, là, elle nous appartient. Ouais. Puis, il y a une petite phrase ici bien importante que j'aimerais citer. C'était une citation de Osho Bhagwan qui disait « Être libre, c'est être rebelle ». Je vais juste vous le lire parce que c'est tellement beau, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Un rebelle, c'est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège et décide simplement de ne pas en faire partie. Il n'est pas contre la société, il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. C'est la beauté de la rébellion, la liberté. Le révolutionnaire, lui, n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre? Il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu.
la société empêche l'évolution de l'âme. Le système ne vous permet pas d'être vous-même. Une fois que cela est compris, vous sortez simplement du système sans même une cicatrice dans l'âme. Et en terminant, il dit, le rebelle pardonne et oublie. Il se contente de prendre une distance par rapport à la société, sans lien d'amour ni de haine avec elle. Donc, c'est sa définition de la liberté. Et moi, je trouve que ça m'interpelle beaucoup parce que pendant une longue période de ma vie, moi, j'étais un révolutionnaire, je me battais contre eux. Puis finalement, j'ai compris que me battre, ça donne absolument rien. Il faut aller au-delà de ça. Puis, en tout cas, j'en dirai un petit peu plus tantôt. Je vais laisser la parole aussi à Claudia. Mais là, je suis parti dans ma passion. Là. Moi, j'aime ça parler de liberté. mais je passe le flambeau à Claudia. Merci, Sylvain. Puis juste avant, je passe à Claudia, parce que je vais l'oublier, mais tu sais, n'oublie pas que les révolutionnaires sont aussi là pour changer un système quand ça va pas bien aussi. T'sais. On l'a vu avec le temps. T'sais. Aux États-Unis, ça s'est fait aussi un peu partout à travers le monde. T'sais. La libération des Noirs et tout ça. Il y a eu une révolution. T'sais. Fait que probablement dans ce temps-là, ça revient à Ordo ab Chaos. Peut-être que la liberté, c'est l'Ordo, puis le chaos, justement, c'est les rebelles et c'est les gens qui veulent remettre les choses en ordre. T'sais. Mais après ça, quoi qu'il arrive, il va y avoir un ordre, il va y avoir une liberté qui va revenir avec ça. D'avoir trop de liberté, ça peut devenir une anarchie. Donc, ça prend un équilibre dans la liberté. Il y a une responsabilité qui vient avec la liberté, parce que si tu abuses de ta liberté, tu sais, un jour, là, j'ai rencontré ce que des conspirationnistes diraient un Illuminati, là, mais finalement, ça n'existe pas, les Illuminati, mais en tout cas pas de la façon que c'est rapporté. Puis j'ai rencontré un de ces hommes-là, j'ai passé un après-midi avec, assis sur une roche aux États-Unis, sur le bord d'un lac, et c'était un membre des 13 familles, puis il me disait, Sylvain, il dit, nous, là, on serait content de donner des millions, là, puis donner un revenu universel sur la planète. Il dit, le problème, c'est que les gens n'ont pas la maturité pour savoir quoi faire avec leur argent. Il dit, si je prends 10 millions, là, puis je donne ça à un jeune qui est là, la première chose qu'il va faire, il va aller s'acheter une Ferrari. Après ça, il va passer sa vie dans les agences d'escorte, puis à sniffer de la poudre, puis il va juste faire plus de crimes avec ça. Donc, c'est pas une solution de donner trop de liberté à quelqu'un. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Alors, Claudia, je vais te laisser continuer avec ta part à toi. Parti, donc on s'excuse du petit problème. Quand vous m'avez vu partir à courir comme ça, là, c'est que mon laptop, habituellement, il va me durer 8 heures. Ma batterie fonctionne quand même assez longtemps. Et là, je vois un pop-up qui me dit qu'il ne reste plus de batterie. Là. Donc, je regarde le temps qui reste. Ça me disait 3 minutes. Donc, je suis parti à courir en haut et je suis allé chercher mon chargeur à batterie. J'étais allé le replacer. Et là, c'est revenu. Ça semble être revenu correctement. Donc, je crois que nous pouvons continuer. Donc, Claudia, je t'invite, si tu t'en souviens, je t'en supplie, de recommencer ton intervention parce que je crois que les auditeurs trouvaient ça vraiment le fun et ça a coupé en plein milieu. Donc, vas-y, ma soeur. Ça va me faire plaisir de recommencer. Je ne sais pas où j'étais. Je vais reprendre du début. J'imagine vas-y. Comme ça, je vais être capable de l'entendre en plus. Pardon? Comme ça, je vais être capable de l'entendre en plus. Fait que ça, c'est bien. C'est sûr. Bien, la première chose que j'avais dit, c'est que Sylvain m'avait coupé un peu, m'avait enlevé les mots de la bouche, si on veut, parce que aussi, c'est ce que je me disais, on parle souvent des réseaux sociaux comme étant la place publique, puis c'est un peu ce que j'ai pensé aussi tout à l'heure, que c'est le consentement, que Facebook, c'est privé, puis qu'on va accepter les termes et conditions, donc c'est pas nous qui les font. Si on participe, bien, c'est eux qui font les règles, puis on accepte de jouer le jeu, puis si on participe pas, bien, c'est nous qui décidons de ne pas embarquer, mais en quelque part, c'est un espace privé, puis c'est eux qui font leurs règles, finalement. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'informations. L'information doit circuler, c'est sûr, puis c'est leur décision. C'est une décision privée d'entreprise aussi de faire ça. Donc, voilà, effectivement, je pensais à la même chose que Sylvain en termes de consentement de ce côté-là. Mais Claudia, le consentement, je trouve ça super intéressant parce que ça revient à un autre problème aussi, c'est que puis je suis d'accord avec toi. Tout ça, c'est contrôlé par eux, c'est leurs termes et conditions. Puis j'ai trouvé ça fantastique aussi quand Sylvain a dit que ta liberté va arrêter jusqu'au moment
ou que tu vas accepter un contrat. Tu sais, un contrat, c'est une entente entre nous deux. Donc, tu es un citoyen dans un pays, tu as quand même une entente avec les lois de ton pays. Tu dois obéir aux lois de ton pays. C'est un contrat que tu as. Tu sais, quelqu'un qui va déménager dans un nouveau pays, ben, il doit se conformer aux règlements qui sont là. Donc, c'est la même chose avec les plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter et tout ça. Tu dois tu dois te conformer avec ça. Le problème que je crois, c'est que les gens sont tellement rendus sur ces plateformes-là, si un jour ils décident de dire, on voudrait avoir quand même notre liberté de penser et tout ça, notre liberté de parole et tout ça, ben, de trouver une autre plateforme, ça va être difficile de tasser ces gens-là puis les ramener dans un autre produit, tu sais. Parce que les équipes comme Facebook, tout ça, font tellement un travail incroyable qu'ils sont capables de garder les gens accrochés sur ce média-là. Mais je crois que la réelle liberté, puis on en a parlé tantôt, puis moi, je commence vraiment à vouloir penser à faire ça éventuellement, mais c'est juste de me déconnecter de Facebook. Donc, le seul Facebook que j'aurais finalement, ce serait pour l'émission Sous le bandeau, parce que c'est comme ça qu'on va rejoindre le plus de gens possible, mais d'avoir ma propre liberté à moi, tu sais, c'est de me séparer de ce téléphone-là, tu sais, que ce téléphone-là prend beaucoup de mon temps à moi, tu sais. Donc, je préfère d'autres choses de mon temps que d'être souvent sur mon téléphone, puis je crois que c'est une réalité avec bien du monde aussi, mais ça revient encore une fois, comme tu dis, c'est toutes des plateformes qui sont privées, qui appartiennent à des groupes, à des consortiums, qui font en sorte qu'eux autres émettent leurs propres règlements. Puis à partir de ce moment-là, si tu veux pas être là, si tu veux pas obéir à ces lois-là, tu n'as juste à pas être sur cette plateforme-là, tout simplement. Là, Exact. Ce que tu dis, puis ça rejoint un peu le deuxième point tantôt que j'avais discuté un peu pendant que je pense que ça avait coupé. Ouais. Mais comme tu avait dit, je pense qu'il y a quelque chose de très important en termes de lui, ce qu'il définissait dans son texte avec Osho comme rebelle, mais plutôt d'être un peu distancé des choses, dans le sens que la liberté, c'est pas être vraiment pour quelque chose ou vraiment contre quelque chose. Je pense que c'est plus de comprendre pourquoi les gens sont pour, pourquoi sont contre, de comprendre c'est quoi. Tu sais, il n'y a jamais rien qui est complètement blanc ou noir, complètement. Tu sais, il y a vraiment le côté que dans toutes les choses, il y a dans tous les opposés, il y a quelque chose qui peut être intéressant, puis en quelque part, c'est de faire l'unité de ces choses-là, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les opposés et puis d'être capable de le voir, puis de se distancer face à cette situation-là, puis de devenir équanime. Puis je pense que c'est un peu comme ça avec Facebook. Tu sais, si on est vraiment, moi, là, les médias sociaux, Facebook, c'est full important pour moi, puis ou qu'on est, moi, je suis vraiment contre Facebook, on n'est pas dans la liberté. Je pense qu'on peut être dans Facebook, c'est un outil, je l'utilise pour l'usage que je veux en faire, puis pour l'usage avec lequel je suis confortable de faire, sans avoir la charge émotionnelle d'un sens ou de l'autre de ce côté-là. Donc, je trouve ça intéressant, Franco, ce que tu amènes aussi par rapport à ça. Tu sais, un bel exemple qu'on peut donner aussi dans le cas d'un certain monsieur Cossette. Tu sais, si on prend Facebook, qui est comme un salon où ce que des gens vont discuter ensemble, c'est un salon privé. Alors, lui, de sa part, il a crié « Ah, c'est la dictature, j'ai été expulsé de Facebook. » Mais Facebook, c'est pas un endroit public, c'est un endroit privé où des gens échangent entre eux dans un salon. Donc, c'est pas le gouvernement qui a dit on te met dehors. Ils n'ont pas empêché de parler. Il n'a pas perdu sa liberté puisqu'il a recommencé d'autres émissions sur d'autres réseaux, puis ainsi de suite. Donc, il n'a pas perdu sa liberté. Par contre, dans le salon où il était, qui s'appelle Facebook, mais là, les gens ont crié là, il y a un problème, c'est des fausses nouvelles, c'est du fake news, voilà. Et là, finalement, on lui a montré la porte, on l'a mis dehors. Même chose qui est arrivé avec les gens qu'on connaît aussi, moi et toi, Franco, qui sont dans Quanon, tu sais. C'est la même chose aussi. Donc, c'est pas une forme... Oui, ça peut être perçu pour ces gens-là comme une forme de dictature, mais c'est pas de la dictature, c'est pas une atteinte à la liberté. Tu fais affaire avec une compagnie privée qui s'appelle Facebook, tu as pris une entente tacite dont tu dois respecter les termes et conditions, tu as consenti, tu contreviens à ça, tu te fais mettre dehors. C'est ça les faits, malheureusement. Si tu vas encore plus loin, au tout début de la période de censure par ces gros médias-là, en fait, ces réseaux sociaux-là, il y a un nom qui est quand même assez célèbre qui s'appelle Alex Jones. Alex Jones, ça fait des années qu'il fait ça, qu'il va faire des mouvements des mouvements conspirationnistes et tout ça. Et beaucoup de nouvelles qui sont super intéressantes, qui ont de l'allure, comme d'autres choses, des fois, que ça fait pas vraiment de sens. Puis à un moment donné, YouTube, c'est cette année. Puis là,
démonétisé. Ça dit qu'il l'a coupé de la plateforme. Il ne peut plus recevoir de revenus de la plateforme aussi. Et c'est là que ça devient pour eux un problème qui vient dans les émotions. Tu sais, ça revient encore une fois quand on parle des émotions de plus être libre parce qu'on est justement dans les émotions. On n'est pas capable de penser clairement avec tout le triangle de Karman et tout ça. Là, vous me comprenez? Là? Mais oui, Alex Jones, la grosse différence avec lui, c'est qu'il y a une plateforme qui faisait beaucoup d'argent. Lui, je crois qu'il fait à peu près 10 à 20 millions par année, tu sais, avec sa plateforme. C'est quand même très différent d'un Alexis Cossette-Trudel ou de QAnon ou des choses comme ça. Et lui, mais s'est dit, ben, je vais fabriquer ma propre plateforme. Donc aujourd'hui, il y a une plateforme qui lui appartient, qui a toutes ses vidéos dessus, que les gens viennent le voir à coût de millions et millions par mois, puis qui a réussi à continuer à faire cette liberté d'expression, puis de se sentir libre. Mais comme tu dis, c'est juste que les gens vont se sentir comme ça, mais en réalité, c'est une plateforme qui ne leur appartient pas. Donc, s'ils veulent vraiment être libres, mais ils vont être capables quand même de l'exprimer, mais ils devront créer leur plateforme et attirer les gens vers cette plateforme-là pour être capables de le faire aussi. Tu sais. Mais c'est ça. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on soit capable d'en parler. Pour revenir peut-être sur le terme de la liberté, moi, je pense que la seule et vraie liberté ultime qu'on peut atteindre, c'est le jour où on devient un Dieu. C'est là qu'on va être libre seulement, pas avant. Sinon, les libertés qu'on va avoir, bien, ce sont des libertés qui se limitent à la vie humaine. Oui. Point. Donc, ce sont pas des pleines libertés, ce sont des libertés qui sont encadrées et qui viennent avec des responsabilités aussi. Oui. Tu parles d'un sujet intéressant, la liberté. Quand on meurt puis qu'on va à l'Orient éternel, qu'on sort de notre corps, de notre chair pour aller faire autre chose, est-ce que c'est ça, justement, comme tu dis, l'ultime liberté, qu'on soit sorti de notre existence puis qu'on va faire d'autres choses? Tu sais, dans la philosophie égyptienne, les gens qui vivaient sur Terre devaient préparer leur vie pour l'après-mort. Parce que dans la philosophie égyptienne, on devait retourner à notre état de perfection originelle. Donc, on venait sur Terre, on avait la pleine liberté, soit de travailler sur nous, soit rien faire de notre vie. Et au moment où on décède, bien, on était amené devant Anubis, et là, on était jugé. Et si notre cœur était plus lourd que la plume, eh bien, on était envoyé dans l'enfer et dévoré par un dieu à tête de crocodile. Et si on était le cœur pur et qu'on était léger, eh bien, on prenait la barque et on s'en allait vers le paradis céleste. Donc, je pense que la liberté, on l'a, la liberté de vouloir travailler sur nous, s'améliorer et retourner à notre état de perfection originelle. Et là, quand je dis ça, dans la maçonnerie, là, c'est clairement dit, là, vous prenez une Grand Orient de France ou d'autres, c'est bien expliqué. Le but de la maçonnerie, c'est de retourner à son état de perfection originelle. On vient travailler sur nous pour retrouver cet état-là. Donc, si on n'y parvient pas, on y décide tout simplement de ne pas vouloir le faire, puis on décide de devenir un criminel dans notre vie, bien, quand on va arriver de l'autre côté, bien, on répondra de nos actes, puis on reviendra. On a la liberté, on a pleinement cette liberté-là. Toi, Claudia, la liberté spirituelle, tu en penses quoi là, de ça? Je pense que la liberté spirituelle, c'est quelque chose effectivement que tout le monde peut avoir, mais pas que tout le monde a, parce que je pense que des fois, les gens ne réalisent pas qu'ils ont une certaine forme de liberté spirituelle. Au début, Sylvain parlait de la liberté de penser. Je pense que ça, quand il a dit, je pense que c'est la première chose, je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que la liberté de penser est une des premières choses, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir trouver des nouvelles réponses, de pouvoir explorer les choses, remettre en question, regarder la même chose sous des nouvelles perspectives. Je pense que ça commence de ce côté-là, puis je pense qu'après ça, ça peut donner lieu à une forme de liberté spirituelle quand on comprend l'ampleur de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire aussi, réaliser dans nos vies. Puis on dit souvent qu'on vient en maçonnerie pour creuser des cachots pour les vices, élever des temples à la vertu. Donc, c'est quelque chose, je pense que travailler sur nos vertus va nous rendre meilleurs et puis que c'est le chemin à prendre, puis d'être capable de voir notre plein potentiel aussi. Donc, je pense qu'on a cette forme de liberté-là parce que c'est une liberté qui est intérieure. Puis, il n'y a personne qui peut nous enlever la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, elle est pleinement intérieure.
Donc, c'est vraiment le regard que nous, on pose sur la vie et sur les choses qui nous arrivent. Sauf que si on ne l'a pas, c'est qu'on se l'est enlevé nous-mêmes souvent. Ouais. Il y a une chose que Claudia dit qui m'interpelle un peu au sujet de cette liberté-là. Tu sais, il y a 25 ans, Franco, toi, tu m'as connu. J'étais presque à la fin de mon épisode conspirationniste. J'ai fait partie de ces mouvements-là il y a plusieurs années. Oui. J'en suis finalement sorti. Puis, à un certain moment, c'est correct, là, il faut, ça en prend des gens qui puissent dénoncer les conspirations, mais à un certain moment de ma vie, c'est devenu un dogme. Donc, je me suis mis à faire partie de ça en me croyant séparé du reste du monde, que moi, j'étais un éveillé puis que les autres, c'était tous des zombies. Et je me suis radicalisé en quelque sorte. Et là, c'est devenu un dogme. Donc, là, c'était juste ça qui était la vérité. Toutes les autres étaient dans l'erreur, puis moi, je détenais la vérité. Donc, en devenant un dogme, ben, je suis entré dans une prison, dans mon esprit, et je suis resté captif là, jusqu'au jour où j'ai pu finalement m'en libérer, puis me détacher de ça. Puis je nie pas que ça existe des conspirations. Il y en a toujours eu sur la planète. On pense juste au référendum de 1995 ou celui de 82. Là, il y en a eu en masse des complots. Ouais. En tout cas, dans l'histoire, il y en a eu plein. Donc, c'est important que, même chose aussi, quand on est un passionné de franc-maçonnerie, puis qu'on en mange, puis qu'on aime ça, il ne faut pas que ça devienne une trop grande passion, puis que ça finisse par devenir un dogme, puis qu'on pense posséder la vérité. Il faut rester dans notre cœur, être humble et rester toujours devant toutes ces situations-là où on nous amène des vérités ou des pseudo-vérités, prendre un pas de recul. Et c'est ça la liberté, c'est prendre ce pas de recul-là, d'observer, de faire les pour et les contre, et pas nécessairement de choisir une option, une ou l'autre. Parce que là, on rentre dans la cause première qui est la dualité. Et dès qu'on rentre là-dedans, bien souvent, c'est là qu'on va s'y perdre et qu'on perd notre liberté. Donc voilà. Est-ce que vous croyez que vous avez quand même une certaine liberté en maçonnerie avec tout ce que dans notre structure, comment que la structure elle est faite présentement? Si on parle de liberté là, en maçonnerie, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser Claudia répondre. Moi, je dirais oui, absolument, parce qu'on a la possibilité de pouvoir vraiment explorer les choses. Puis c'est sûr que j'imagine que certaines personnes pourraient dire, ah, mais il y a une certaine forme de hiérarchie, est-ce qu'à cause de ça, il y a une forme de perte de liberté qui est là, etc. Mais je pense que jusqu'à un certain point, ça nous amène vers une autonomie maçonnique. D'être capable d'apprendre graduellement, de prendre une place graduellement, puis d'être capable de s'y acclimater. Et puis, c'est ça, la franc-maçonnerie n'enseigne rien. Donc, elle nous laisse la liberté de penser, de chercher, de pouvoir explorer des choses, discuter entre nous. On a pleinement la liberté de le faire. On n'a pas à croire à quelque chose en particulier. Donc, ça nous laisse cette possibilité-là. Donc, je trouve que c'est vraiment le cas. Puis, même, pour moi, c'est un peu pour ça que la franc-maçonnerie a été cachée, a été mise secrète. C'est que si on prend, par exemple, il y a d'autres dogmes qu'on connaît ou d'autres manières de penser, qu'on dit « voici la vérité, je te mets en pleine face », ben, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est soit l'ignorer, pas la comprendre ou devenir radicalisés. Tandis que la franc-maçonnerie est quelque chose qui a été caché pendant des années, qui a été mis à l'abri des regards, puis qu'on a laissé sous-entendre qu'il se passait toutes sortes de choses, que c'était mystérieux, qu'il fallait être une élite pour le joindre, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens sont intéressés. Donc là, ils sont intéressés, ils veulent voir, ils veulent en apprendre, ils vont chercher, ils vont se poser des questions, ils vont vouloir rentrer. Quand ils vont rentrer, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à chercher, continuer à se poser des questions, vouloir aller plus loin, vouloir connaître le secret. Donc, ça amène la personne dans son processus d'autonomisation de elle-même chercher, elle-même être dans sa propre quête. Donc, je pense que c'est là parce que toute l'expérience maçonnique est indicible. C'est vraiment par l'expérience qu'on peut la contacter. Puis je dis maçonnique, mais une personne pourrait faire exactement les mêmes prises de conscience en se promenant dans la nature. Là, c'est une voie comme un autre. Là. Toutes les prises de conscience sont possibles. Mais comme école des mystères, c'est extraordinaire parce que ça nous rend autonomes, ça nous permet d'être libres, de comprendre ce que c'est la liberté, puis de chercher, puis de ne pas se fier à la parole de personne, mais de vraiment chercher notre compréhension des rituels, notre compréhension de l'expérience, puis de notre propre vécu aussi.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, tu sais. Depuis tantôt, on n'aurait pas dit qu'on est vraiment intéressant. Fait que je pense on est hot. Là. Je pense qu'on est trois, on est super hot. Là. Mais, mais non, mais je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis, Claudia. Puis ça m'amène à parler aussi que, tu sais, on dit qu'en maçonnerie, c'est un homme libre ou une femme libre de bonne mœurs, là, tu sais. Et, mais pourquoi, tu sais? Puis parce que, comme tu dis, ben, tu as tout ce processus-là qui est fait en place pour qu'on devienne libre, puis qu'on devienne indépendant, puis qu'on soit capable de trouver notre propre chemin de vérité et tout ça. Puis ça revient encore aussi au processus maçonnique avec tous les degrés et tout ça. Ça veut dire qu'un compagnon, s'il veut rester 3 ans comme compagnon parce qu'il veut continuer à découvrir tout ça, ben c'est sa liberté, il peut le faire, tu sais. Fait qu'autant que tu as ça comme liberté, mais autant aussi que le processus, là, si je reviens sur le côté du rite écossais ancien accepté, ben le rite en tout cas du RA2A, je connais pas, je parlerai pas pour les autres rites parce que oui, j'en connais quand même pas mal sur certains rites, mais pour ce qui est du rite écossais ancien accepté, mais le processus complet t'amène à ta liberté aussi, ta liberté de conscience, ta liberté physique et tout ça. Donc, le processus complet de maçonnerie, finalement, c'est un processus de liberté. Est-ce que vous seriez d'accord à dire ça, que finalement, tout ça, c'est vraiment un coffre d'outils pour votre comme on revient au thème de tantôt, finalement, le thème de souveraineté, là, de redevenir Tu sais, souverain. en aucun temps, la maçonnerie va faire comme dans une secte avec un gourou puis dire donne-moi ton pouvoir. Mm. Tu sais, dans une secte, c'est ça. C'est que tu rentres, tu dois assouvir presque les désirs d'un gourou ou lui plaire ou essayer d'avoir sa reconnaissance pour Ouais. qu'il te prenne sous son aile puis qu'il te donne des enseignements. Puis à travers ça, il va t'humilier pour supposément te ramener dans le droit chemin. Puis tu sais, t'es manipulé. Puis la maçonnerie, c'est pas ça. La maçonnerie, c'est vraiment, comme disait Claudia, c'est l'art royal, c'est l'art d'apprendre à devenir souverain. Et ça existe par contre des maçonneries dogmatiques là, où il y a un gourou dans la place, un véné à vie ou quelque chose comme ça, puis Ouais. il va enseigner la magie. Puis bon, on a vu de ça, ça existe, mais l'essence de la maçonnerie n'est pas ça. La vraie maçonnerie, c'est pas ça. C'est pas de Ouais. gourou. Donc, c'est vraiment cette liberté-là de pouvoir apprendre à ton propre rythme sans qu'on te donne d'enseignement comme tel. Ça va plutôt être du partage. C'est ça qui fait la richesse de la maçonnerie. On a des questions du public, en fait. On a Thibaut dans le chat privé qui m'avait envoyé une question il y a quelques jours de ça, puis je voulais vous partager. En fait, une affirmation pas mal. Il dit qu'il avait lu un truc quelque part, qu'un gars avait découvert la liberté de penser en loge. Donc, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Il savait pouvoir penser ce qu'il voulait, mais en loge, il a découvert qu'en fait, se croyant libre, il ne l'était pas vraiment. Il était conditionné par son éducation, son cercle social, la société, etc. Et en loge, il a réalisé cela et a réalisé que la liberté de penser commençait par remettre en question sa propre manière de penser, son état d'esprit, finalement comme une coupe déjà remplie, et que pour penser vraiment librement, il devait vider un peu. Donc, il avait trouvé ça super intéressant de voir ce concept-là. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt aussi. Là. Donc, Ben oui. je trouve ça très, très le fun de voir ça. Sinon, on a... écoutez, on continue dans les questions. On a Ronan qui dit la maçonnerie aide-t-elle à s'éveiller à sa propre liberté? Finalement, on parle tout de la même chose. Finalement, c'est toute la même, c'est sa propre liberté. Mais je pense on l'a confirmé, ça, oui. Sinon, on a Vincent qui dit cette mention d'homme libre à l'époque des constitutions n'était-ce pas précisé uniquement pour exclure les condamnés et les gens serviles? Bien, si on retourne dans le contexte de l'époque, dans les siècles des Lumières, il faut se rappeler qu'à ce temps-là, toute forme de progrès était proscrite par l'Église. Hein. C'était très mal vu. Donc, les gens les plus brillants se réunissaient en loge pour parler de médecine, parler de science, parler de cosmologie, d'astrologie, de spiritisme, d'ésotérisme. C'était dans ces endroits-là que les gens pouvaient discuter. C'est là qu'ils trouvaient cette liberté
de pouvoir parler entre eux sans être jugés. Parce qu'en 1830, par exemple, si tu étais dans un party de famille entouré de gens très religieux, puis tu avais le malheur de parler de spiritisme, tu étais, dans la semaine qui suivait, excommunié de l'Église, puis traité de sataniste, puis de toutes sortes d'affaires. C'était un gros problème à l'époque d'être excommunié. C'était très mal vu. C'était comme une femme qui se divorçait au début des années 1900 ou 1930. C'était impensable. Tu te divorçais, tu étais la damnée, la putain. C'était comme ça. Donc, oui, il y avait un certain contexte à l'époque que les gens avaient besoin de se réunir pour s'échanger sur cette forme de liberté-là. Oui, je me souviens, dans les constitutions, il est noté aussi là, que les handicapés, mais tu sais, il faut aller avec le contexte de l'époque, c'était comme ça, parce qu'à l'époque, les handicapés étaient considérés comme des personnes diminuées. Les femmes n'avaient pas de droits. Il disait même aussi que les esclaves n'avaient pas d'âme, tu sais, mais ça, c'était une autre époque. Là. C'était une autre façon de penser. Je pense que c'est basé sur de l'ignorance. Hein? C'est ça. Puis une forme de dogmatisme. Oui. Possiblement une forme d'ambition aussi. En tout cas, n'oubliez pas que tantôt tu parlais justement de nos pères fondateurs. Ben, enfin, moi, je vais parler des pères fondateurs. Il y a Benjamin Franklin qui disait un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Et ça, c'était quand même une parole d'un franc-maçon qui était un des fondateurs là, des États-Unis aussi. Donc, il y a aussi l'autre côté comme ça. Mais, oui, c'était vrai pour l'époque. Et c'est encore plus un enjeu aujourd'hui parce que la sécurité, tu sais, à cette époque-là, l'Internet, ça n'existait pas, là, donc il n'y avait pas conscience de ça. Mais aujourd'hui, la sécurité, le bien-être nécessite qu'on accepte de se restreindre dans nos libertés. Tu sais, de laisser Google Home écouter tout ce que tu dis, de ton Apple Watch t'écouter et te surveiller. Donc oui, il y a une certaine forme de bris dans tes libertés, mais encore là, si je porte un Apple Watch et qu'il y a Siri dessus qui m'écoute, c'est parce qu'à quelque part, j'y ai consenti. Oui. Donc, c'est sûr que si je veux exercer ma pleine liberté, je dois me départir de tous ces contrats-là que j'ai engagés. Quand je suis venu au monde, j'étais un être pleinement libre en droit, mais pas égaux avec les autres en termes de possession ou d'avoir de richesse, parce que mes parents étaient peut-être pas très en moyen à l'époque, et c'est comme ça pour d'autres personnes aussi. Mais je suis né égaux en droit avec les autres. Excellent. Et c'est à partir du moment que j'exerce mes consentements que je perds mes droits. C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense par exemple que ça reste toujours une certaine forme aussi de liberté extérieure. Parce que si on se sent contrôlé par la Apple Watch, on est-tu libre? Ouais, c'est ça. Versus on peut la porter puis pas se sentir contrôlé puis être libre aussi. Pour moi, c'est un état intérieur. Puis ce qu'on vient de dire par rapport à la sécurité, moi, ça m'amène à me questionner sur la liberté et la peur. Tu sais, je pense qu'en quelque part, il y a quelque chose de très intéressant à explorer dans ça, dans la liberté et la peur. Parce que quand on vit dans la peur, on n'est pas libre non plus. Parce que c'est toujours les scénarios qu'on se fait, la peur, les choses comme ça qui nous amènent à prendre les décisions qu'on prend, à agir d'une certaine façon. Puis, on sait aussi que depuis la nuit des temps, les gens tentent de dominer par la peur parce que c'est une des manières dont on perd notre sang-froid, notre capacité d'être logique, de prendre des décisions éclairées, etc. Donc, je pense que la liberté, d'être capable de maîtriser nos peurs aussi, puis tout ça, ça en fait partie. Oui, effectivement. Pour moi aussi, à l'époque où on disait les maçons étaient libres, les Freemasons, je pense aussi que c'était libre de squelettes dans le garde-robe et libre de redevances envers des organisations ou des personnes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent en politique qui sont redevables. Moi, dans mon domaine, là, j'ai des gens qui, parce que je travaille dans le domaine de la fraude, j'ai des gens qui rentrent comme avocats, mais que leurs études ont été financées par le crime organisé. Donc, ces gens-là sont redevables. Et même chose aussi, des évaluateurs agréés, des notaires, des professionnels que leurs études ont été financées par le crime. Donc, ils sont redevables. Ils viennent en politique, puis ensuite, ils doivent rendre des services à d'autres. Ou qu'ils ont accepté de se corrompre dans leur position
d'autorité et parce qu'ils ont fait de la collusion, de la corruption, bien, ils sont redevables envers d'autres personnes. Et là, ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir politique en étant impartial. Et c'est ça, être libre de bonne mœurs, c'est de ne pas avoir de lien comme ça qu'on est redevable envers quelconque organisation. On est libre, point. Là-dessus, mes amis, on est rendu quand même pas loin de la fin. On a fait pas mal l'heure, donc on va y aller avec avec nos derniers mots pour l'émission. Si on commence avec toi, Claudia, ton mot de la fin? Mon mot de la fin aujourd'hui, moi, je pense que j'aurais le goût de dire aux auditeurs, essayez d'observer vos réactions en général. Si vous êtes vraiment pour quelque chose, vraiment contre quelque chose, est-ce que vous vous sentez libre? Puis posez-vous la question, puis regardez comment vous pourriez vous sentir libre. C'est quelque chose d'intérieur, mais c'est tellement important. Oui. Excellent. Merci. Là, moi, Franco, là, tu portes atteinte à ma liberté. Moi, je voulais parler, tu as décidé que tu mettais fin à l'émission. Oui. Mais en fait, en acceptant de participer à cette émission-là, j'ai embarqué dans un contrat avec Franco. Et les termes et conditions du contrat, c'est que ça dure 1 heure et qu'à 1 heure, c'est fini. Donc, j'ai consenti initialement à cette entente-là. Donc, je dois la respecter. Donc, on a la liberté aussi dans un contrat de pouvoir se retirer et de briser le contrat, puis de ne pas respecter notre parole. Et j'ai aussi le pouvoir, la liberté de la respecter, ma parole, et de respecter mon engagement. Alors, dans la liberté, il y a beaucoup de gens aussi qui choisissent leur liberté pour fuir leurs responsabilités ou ne pas remplir leurs obligations. Et là, le mot « liberté », à ce moment-là, est utilisé à mauvais escient. Oui. Tu as tellement raison, Sylvain, parce que je pourrais te flusher là si je voudrais. C'est moi qui ai le plein pouvoir de ma plateforme, donc je comprends. Non. C'est moi Facebook maintenant. Non, mais écoute, tu as raison. Dans le fond, Franco, je voulais donner un exemple aux auditeurs pour dire qu'à chaque jour, on enclenche des contrats partout autour de nous. Quand je vais au restaurant McDonald's, là, je vous donne un exemple. Il y a 3 C'est un mauvais exemple. Tu ne devrais pas manger au McDonald's, Sylvain. Non, mais je ne vais pas. Je vais seulement pour manger des McFlurry. Mais il faut savoir là, qu'il y a 3 conditions à la formation d'un contrat. Il y a le consentement libre et éclairé, la divulgation des termes et conditions et une contrepartie valable. Donc, quand je vais au restaurant et que je regarde sur le menu, bien ça, c'est la divulgation des termes et conditions. Lorsque je donne ma commande à la serveuse ou au caissier, bien, à ce moment-là, je vais contracter, donc je vais exercer mon consentement. Et quand je vais recevoir mes hamburgers, bien, je vais donner mon argent qui va être la contrepartie valable. Donc, à chaque jour comme ça, je fais des centaines de contrats avec plein de gens sans même m'en rendre compte. Donc, à chaque fois que j'ai embarqué dans un contrat, j'ai renoncé à une liberté parce qu'il y a différents types de contrats. Il y a des contrats d'adhésion, des contrats gré à gré, des contrats... on ne fera pas un cours de droit aujourd'hui, mais sachez qu'à chaque fois que vous avez exercé votre consentement et que vous êtes entré en contrat, vous avez renoncé à une liberté. Maintenant, vous avez toujours cette liberté-là de la respecter ou vous avez la liberté de ne pas respecter votre obligation. Et si vous faites ça, il y a des sanctions. Ouais. Merci, Sylvain. Sinon, moi, pour mon mot de la fin, écoutez, c'est bien simple. Encore une fois, un grand merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À toutes les personnes qui étaient dans le chat aujourd'hui, encore une fois, un grand merci d'être parmi nous. Nos membres Patreon, si vous voulez participer à notre émission comme membre contributeur, vous allez sur patreon.com/sous le bandeau. On a 3 forfaits. On a un forfait à 3 $, un forfait à 5 $ et un forfait à 7 $. Donc, si ça vous intéresse, tous les fonds, en fait, vont pour notre plateforme audio, que nos équipements aussi, notre serveur web qui sert en fait à payer ça. On ne fait pas d'argent avec ça, malheureusement, mais ça nous permet d'avoir une plateforme qui ne coûte rien. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci au Pierre Brut, donc le forfait à 3 $ qui est le Fat Pack. On a aussi les auditeurs flamboyants. Donc, on a Cindy, Raphaël, Carl-Henri, Vincent, Thomas, Julien et le forfait à 7 $ qui est les maîtres podcasters. Donc, on a Éric Raymond, Cap Jazz, Dominique, Michel B, Laurent, Cédric, Thibault, Ronan, Pierre D,
et Sean. Donc, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos radiodiffuseurs, donc Radio Delta, nos grands partenaires. Ça fait quand même 3 ans qu'on est avec eux. Donc, un grand merci à Radio Delta. On a aussi Radio H2O, RZO Web, Balado Québec et j'en passe. Donc, vous pouvez nous trouver en fait un peu partout, même sur les logiciels de podcast, dont iTunes et Google Play. Donc, on est disponible un peu partout sur Internet. Et mon mot de la fin, en fait, pour moi, c'est une parole de Daniel Berezniak qui dit dans le livre Le grand œuvre de la franc-maçonnerie: la franc-maçonnerie est l'art de devenir roi, c'est-à-dire l'art de devenir un homme libre, agissant selon sa volonté. Donc, c'était mon mot de la fin, mes chers amis. Donc, là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine pour une autre émission. Bye bye.